Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3426 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 22 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'italien Davide Fratesi, joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple, il y a le milieu défensif du Bayer Leverkusen, Robert Andrich, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. On commence comme chaque lundi avec le championnat de Ligue 1 et normalement on commence avec la dernière affiche qui s'est jouée donc le dimanche soir. On sait que le classique entre Marseille et PSG ne s'est pas joué, il se jouera tout à l'heure, on en parlera un peu tout à l'heure. Donc du coup on va parler de cette belle affiche du coup qui s'est jouée samedi soir entre Lens et l'équipe de Lille. C'était le derby du nord de la France et Lens a mis un tarif à l'équipe de Lille, 3-0 pour les Lensois, donc un but de Wesley Saïd, Florian Thauvin et un but de Fofana. Donc magnifique victoire bien sûr de Lens avec cette belle victoire 3-0. Donc voici les statistiques de la partie. Donc Lille a eu pourtant plus le ballon, 62% de possession de balle. Mais Lille, c'est plus de 17 tirs, c'est beaucoup quand même, mais seulement 3 tirs cadrés, 0 but marqué. Lens beaucoup plus efficace, moins de tirs, 15 contre 17 pour Lille. Mais 6 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués côté Lens. Oui, du coup, ça fait une belle victoire. Et du coup, c'est un or sans et or, tout simplement, parce que c'est toujours un match spécial pour les deux équipes. Et là, c'est Lens, bien sûr, qui a pris l'avantage sur son voisin lillois. Donc le match a lieu samedi soir. Donc le lendemain du match, le dimanche, il y avait des banderoles du côté de Lille. Donc honteux, les supporters lillois ont placé cette banderole devant le domaine de Luchin suite à la défaite du LOSC dans le derby. Donc le domaine de Luchin, c'est où s'entraîne, c'est le centre d'entraînement en gros de Lille. Donc honteux bien sûr par rapport à cette défaite la veille, bien sûr 3-0 contre le voisin lensois. Toujours sur ce match, à noter que l'image est belle. Donc c'est Giroud, donc joueur de Lille, a été applaudi par le public du Bollard, enfin du stade de Lens, lors de sa sortie dans le derby du Nord. Pourtant, il joue à Lille, mais il a été applaudi, Giroud. Bon, peut-être pas par rapport à Saint-Jean-de-Lillois, mais par rapport à tout ce qu'il a pu faire, surtout en équipe de France. Donc, il a été applaudi, ovationné lors de sa sortie, Giroud, par les supporters lensois. Et les banderoles, sinon, des deux camps, bien sûr, côté lensois et côté lillois, bon, ils ne sont pas les dans la dentelle. Donc, par exemple, l'ADS est une beau, je ne vais pas dire les insultes, vous savez c'est quelle lettre. Vous êtes bien ces enfants, voilà. Puis Thauvin, voilà, au royaume des fils de... Bon, voilà, parce que Thauvin, bien sûr, il joue à Lille. Maintenant, il joue à Lens. Donc, les supporters lillois n'ont pas trop accepté qu'il joue à Lens. Maintenant, en plus, il a marqué avec Lens contre Lille. Et il a célébré contre Lille, son ancien club. Bon, bref, il y avait beaucoup de banderoles avec pas mal d'insultes lors des deux copes de supporters hier. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur ce match, bien sûr, qui s'est joué samedi soir. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, Monaco contre le FC Metz, c'était hier. Et 7 buts dans la rencontre. Et Monaco a mis un 5-2 au FC Metz. Donc les buteurs, on peut voir que Mika Biret a marqué, on peut voir que Ilineka a marqué en toute fin de match, mais surtout Ansu Fati a marqué un doublé côté AS Monaco, il est en grande forme bien sûr, et déjà Monaco c'est une belle réponse par rapport à la claque qu'ils ont pris contre Bruges en milieu de semaine. Ils ont perdu 4-1, où ils ont été totalement à l'ouest, donc là ils sont bien rattrapés, mais bon, là c'était un match de Liga bien sûr, en Coupe d'Europe on peut voir qu'ils n'avaient pas du tout le niveau, en milieu de semaine il va falloir se racheter, mais bon, concernant cette rencontre, un 5-2 c'est un beau succès, et surtout on va parler d'Ansu Fati. Démarre très bien sa saison avec Monaco. Il avait été buteur contre Bruges malgré la défaite 4-1, c'est lui qui avait marqué. Il a marqué de nouveau 2 buts hier, donc c'est simple, 67 minutes en 2 matchs pour Ansu Fati et 3 buts marqués. Voilà, donc félicitations bien sûr à Fati qui commence parfaitement du côté de l'AS Monaco. Et magnifique, Lamine Yamal, donc son ami même Gavi, fier de la performance de leur frère, donc de leur ami bien sûr. Regardez, Gavi bien sûr, le joueur du FC Barcelone, il a republié cette photo bien sûr du score et surtout les 2 buts bien sûr de Fati, où il est très content pour lui. Même Lamine Yamal, son ami également, a partagé sur sa story Instagram une photo d'Ansu Fati par rapport bien sûr à son but et même son doublé hier. Un autre match s'est joué également, c'était un derby entre Nantes et le Stade Rennais, score final 2 partout. À noter que Rennes a mené 2-1 jusqu'à la 95e minute de la partie. Donc Blas sur penalty et Le Paul ont été buteurs côté Rennais, avant que Moïkanga et surtout El Arabi marque et surtout égalise à la 60, enfin là, il y a eu un but à la 64e et surtout le but vainqueur d'égalisation plutôt à la 96e minute de jeu pour El Arabi, donc joueur marocain. Donc Youssef El Arabi, revenu de Chypre, il joue à Chypre en championnat chypriote la saison dernière, donc à 38 ans il revient en Ligue 1 et seulement 21 minutes jouées cette saison et buteur. Donc il est le sauveur du FC Nantes dans le derby breton en faisant exploser bien sûr la Beaujoire à la dernière minute. Parce que c'était le derby, c'est toujours un match spécial. Il a marqué à la 96e pour éviter la défaite pour son équipe du FC Nantes. Et les banderoles aussi, il y a pas mal de banderoles aussi à l'image là cette fois-ci de Valentin Rongier, de Quentin Merlin, des joueurs qui ont été formés du côté du FC Nantes et maintenant ils jouent du côté de Rennes. Et bien sûr, Rongier, Merlin, vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu'avec vos meufs finalement. Voilà.
Voilà, en gros, les banderoles que vous pouvez voir également du côté de la Beaujoire pour Rongier et bien sûr Quentin Merlin. On continue avec une autre belle affiche, c'était entre l'équipe parisienne du Paris FC et Strasbourg. Score final 3-2 pour Strasbourg dans ce match un peu fou parce qu'il y a eu pas mal de buts en toute fin de rencontre, mais c'est Strasbourg qui réalise bien sûr la très bonne opération en s'imposant 3-2 du côté de l'équipe parisienne Paris FC qui a une belle équipe bien sûr. Et Strasbourg, les gars, sur ce début de saison, c'est quand même très fort. Donc 5 matchs, 4 victoires, ils sont actuellement... Bon, troisième, ils ont été descendus d'une place, quatrième maintenant de la Ligue 1, mais voilà, le début de saison est très très bon, bien sûr, pour l'équipe de Strasbourg. On va parler du capitaine Emmanuel Emega. N'oubliez pas qu'il avait été critiqué lors du dernier match. Les supporters, vu qu'il a officiellement signé du côté de Chelsea, n'oubliez pas qu'il y a à peu près 2 semaines, on a pu le voir avec le maillot de Chelsea, oui, il va rejoindre Chelsea le 1er juillet 2026. Il y a beaucoup de supporters de Strasbourg qui voulaient en gros qu'il n'ait plus le brassard, voilà, parce qu'il va rejoindre Chelsea. Mais en tout cas, il a commencé remplaçant, il est rentré à l'heure de jeu. Il a été passeur à la 78e minute de jeu. Il a marqué un but à la 87e, donc en l'espace de 30 minutes, buteur et passeur D comme Emmanuel. Emega qui a réalisé bien sûr une grosse performance et il est trop fort lui, donc Emega pose avec Ilan Kebal après la rencontre entre le Paris FC et Strasbourg. Vous savez, c'est le jeune joueur algérien du Paris FC qui est très bon. On peut voir la différence de taille, on dirait que c'est un tout jeune joueur, non, c'est un joueur comme de Ligue 1 bien sûr, Kebal, et encore il a été décisif contre Strasbourg. Il était auteur d'une passe D à ce joueur Kebal, ce joueur algérien, et à noter que c'est lui qui a été élu homme du mois, on va dire mois d'août, meilleur joueur du mois d'août. On a le choix entre lui, Neves et un autre joueur, je crois que c'est le joueur de Lyon, Morton, et c'est Kebal qui a été élu meilleur joueur bien sûr du mois pour le mois d'août, le mois dernier. Donc félicitations à ce joueur. On a pu leur faire une photo bien sûr avec Emega à la fin de la rencontre hier. On continue également avec un Stade Brestois contre le GC Nice, et c'est Brest qui s'est imposé 4-1 dans cette rencontre, voir les buteurs. Donc Brest, ça leur fait du bien parce que je crois que c'était dernier, même avant-dernier avant le match. Donc là avec cette victoire, ils vont remonter un petit peu en place. Donc on va parler surtout de Ludovic Ayork, donc buteur, mais voilà, donc buteur de 9, mais surtout 3 passes D également. Donc il a été décisif sur tous les buts. Donc un but et 3 passes D pour Ludovic Ayork qui a été exceptionnel lors de cette rencontre. Les autres matchs que j'ai pas parlé, donc la Géocère s'est imposé 1-0 contre Toulouse lors d'un match hier. En plus, magnifique but de la Géocère, et le match nul entre Le Havre et l'équipe de Lorient. Voilà, donc il reste un match bien sûr, ce Marseille-Paris Saint-Germain qui devait de base se jouer, bien sûr hier soir il n'a pas pu se jouer à cause des orages, tout ça qu'il y a eu du côté de Marseille. Donc le match va se jouer ce soir. Donc tout d'abord, avant de parler de ce Marseille-Paris Saint-Germain, un petit coup d'œil au classement avec les résultats bien sûr de tous les matchs qui ont été joués ce week-end. Donc le PSG reste en tête avec un match en moins, c'est toujours premier devant Monaco du coup qui vient à la deuxième place, Lyon 3e 12 points et Strasbourg 12 points également, donc Lille à la 5e position. Donc Metz, Lorient et Nantes sont actuellement les équipes avec le moins de points du côté de ce championnat de Ligue 1, et on va parler de ce Marseille-Paris Saint-Germain. Donc comme j'ai dit, le match du coup n'aura pas lieu, donc c'était hier soir à cause des intempéries. Du coup le règlement de la LFP est clair concernant les reports de match à cause des conditions météo, parce que là c'est la météo, en gros que c'était pas possible. Donc la rencontre doit avoir lieu le lendemain si la météo le permet. Donc le lendemain, du coup c'est aujourd'hui lundi. Du coup, du coup ça sera ce soir tout simplement. Cette rencontre, en gros c'est une règle dans le football à cause de la météo. Si le lendemain la météo est meilleure, on va dire, et le match doit se dérouler le lendemain. Et c'est pour ça que c'est le cas. Et c'est pour ça que le match est du coup décalé à aujourd'hui, 20h coup d'envoi lors de ce match, bien sûr, Marseille-Paris Saint-Germain. C'est quand même un match de prestige qui va se jouer le lundi soir. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, les gars, il y a aussi la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, c'est vrai que ce soir, les gars, ça va être très chargé à niveau football. Donc, la date du report du classique a été trouvée à peine 1 heure après le début des discussions. Donc, les Parisiens ont tenté de reporter le match à début décembre. Voilà, parce qu'ils ne voulaient pas trop jouer, bien sûr, ce soir, vu qu'il y a la cérémonie, bien sûr, du Ballon d'Or. Donc, seule date de report disponible après cette semaine. Une date qui ne convenait pas à l'Olympique de Marseille. Marseille, non, préférait jouer ce soir. Et surtout, on sait que du côté du PSG, il y a pas mal d'absents. C'est pour ça que l'OM se dit c'est peut-être le bon moment de taper le Paris Saint-Germain avec tous les joueurs absents. Alors qu'en décembre, peut-être les Dembélé, les Doué, les Barcola, tous ces joueurs qui sont forfaits pour ce soir, ils seront peut-être présents en décembre. Donc, c'est pour ça que Marseille, eux, veulent jouer le match, bien sûr, aujourd'hui. Donc, la solution du report du match à 20h a ainsi été actée. Voilà. Donc ce qui a montré que les réticences du PSG n'ont pas été assez fortes. On sait que le PSG a pourtant quand même de l'influence, tout ça, mais là ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Du coup le match se jouera bien ce soir à 20h. Donc le PSG, vraiment si c'était pas possible de jouer vraiment en décembre, ils étaient prêts à jouer aujourd'hui, mais avec un horaire à 15h cet après-midi, lundi. Un lundi à 15h, alors que la plupart des personnes travaillent tout ça, ou à 17h.
pour être présent bien sûr pour la cérémonie du Ballon d'Or le soir même, bien sûr à 20h. Donc voilà, du coup non, bien sûr, imaginez voir un Marseille-Paris Saint-Germain lundi à 15h, le stade n'aurait même pas été bien sûr rempli, il y a plein de personnes, il y a des gens, des jeunes bien sûr, voilà, qui auraient été à l'école, tout ça, c'est pas possible de louper l'école pour aller voir le match, donc c'est pour ça que non, bien sûr à 15h c'est pas possible. Et Riolo il a dit que le PSG prenne une poubelle et qu'il leur verse sur la tête, qu'il leur pisse dessus, jusqu'où peuvent-ils aller? Donc proposer de jouer un classique à 15h ou 17h un lundi, c'est une honte, c'est un manque de respect en gros total. Tu te fous complètement de la valeur de ce match, tu te fous de savoir si les supporters qui t'accueillent vont venir ou vont poser un jour de congé. Faire cette proposition, on n'en a rien à cirer de ce match, le seul truc important c'est la cérémonie du Ballon d'Or, voilà, d'avoir proposé de jouer ce match à 15h, c'est vrai que ça n'a pas été ouf, un lundi à 15h, donc voilà, pour Yellow c'est inadmissible que le PSG demande de jouer à ce match-là, à cet horaire-là, de 15h. Bon, je ne jouerai pas 15h, bien sûr, ça sera 20h ce soir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier pour les joueurs du PSG? Donc, ils étaient à Marseille, bien sûr, parce que le match a été reporté quelques heures, bien sûr, avant le coup d'envoi. Du coup, ils étaient à Marseille, ils sont revenus à Paris et là, ils sont repartis à Marseille aujourd'hui. Donc, nouveau vol pour Marseille prévu demain à 11h. Donc là, tiens, ce matin à 11h, ils reprennent l'avion. Paris direction Marseille. Donc les Parisiens sont rentrés donc hier après-midi dimanche de Marseille pour repartir demain. Ils auraient pu dormir sur place, ils auraient pu trouver un hôtel et dormir à Marseille, tout ça. Non, ils sont revenus à Paris, ils ont tous dormi chez eux les joueurs et là ils vont repartir, reprendre l'avion pour repartir à Marseille aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pas très écolo quand même. Parce qu'ils auraient pu bien sûr trouver un endroit pour passer la nuit du côté de Marseille. Concernant sinon les groupes bien sûr du classique, donc à noter que oui, on comprend que le PSG voulait décaler ce match à décembre parce que Dembélé, Doué, Neves et aussi Barcola, les gars, Barcola, il s'est blessé lors de l'entraînement de la veille, donc samedi, donc il a senti une douleur musculaire et lui aussi forfait. Ça fait quand même que des... Là, c'est 4 titulaires. Si les 4 sont là, c'est 4 joueurs qui commencent normalement dans le 11 de départ, qui sont pas là. Donc voilà, c'est comme un gros coup dur, bien sûr, pour cette équipe parisienne et côté Olympique de Marseille. Notez que Kondogbia et Traoré ne sont pas là. Notez le retour de Naïef Aguer qui fait son retour dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Et concernant toujours ce match, qui joue ce soir, bien sûr, donc Jérôme Brissard, arbitre du match Marseille-PSG, portera un micro ce soir. Donc une première dans un classique. Donc c'est la chaîne Ligue 1+, sera diffusée le match ce soir, qui a proposé l'innovation en vue d'utiliser les séquences dans un film sur le match. À noter que la sonorisation des arbitres de Ligue 1 ne peut permettre une diffusion en direct car le principe est refusé par l'IFAB, ceux qui font la loi du football, mais portera un micro. On entendra ça dans un documentaire, en gros, ce qu'il a pu dire sur ce match. Entre Marseille et Paris Saint-Germain. Et comme je dis, ce soir les gars, grosse soirée, donc avec ce match à 20h OM PSG, puis à 21h c'est le début de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc voilà, gros programme, c'est plutôt rare d'avoir un lundi aussi chargé à niveau foot, on peut dire en France. Donc voilà, chic et choc, donc chic avec bien sûr le Ballon d'Or et choc avec ce Marseille-Paris Saint-Germain ce soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue 1, voilà, avec ce gros match ce soir. On bascule maintenant sur la Ligue 2 rapide. Donc tiens, samedi, j'ai déjà parlé de tous les matchs de vendredi soir, donc j'en ai parlé samedi matin. Et les matchs de samedi, on va parler maintenant. Donc 3 s'est imposé 5-2 contre Guingamp. Montpellier s'est imposé 2-0 contre Bastia. Et Saint-Etienne s'est imposé dans un match fou 3-2 contre le Stade de Reims. Et du coup, au classement, Saint-Etienne retrouve sa place de leader. Donc Saint-Etienne 14 points, le Red Star 13 points deuxième. Et 13 points avec la troisième position. Donc voilà, concernant ce classement de cette Ligue 2. On quitte la France, direction maintenant l'Angleterre. On commence avec ce gros match hier entre Arsenal et Manchester City. Donc score final 1 partout. Donc 2 buts inscrits. Un en début de match et l'autre en fin de match. Donc tout d'abord c'est Erling Haaland qui a marqué au bout de 9 minutes de jeu côté Manchester City, et Martinelli a égalisé à la 93e minute du match pour éviter la défaite bien sûr pour les Gunners. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes. Donc voilà, Arsenal a plutôt dominé quand on voit bien sûr les statistiques. Bon après les XG, c'est-à-dire il ne s'est pas passé non plus énormément de choses lors de ce match. Mais bon, quand même 12 tirs pour Arsenal, 3 tirs cadrés, 3 tirs cadrés également pour City. Voilà, donc ça c'est fini un partout. Et à noter, on peut voir que City 33% de possession de balle. Pour City les gars, c'est quand même très faible, et 32,8%, donc on a rendu à 33 contre Arsenal. Donc City a obtenu le plus faible taux de possession pour une équipe de Pep Guardiola depuis qu'il est entraîneur en gros de Manchester City. C'est la première fois qu'il a si peu de possession de balle en pourcentage, parce que non, City les gars, c'est toujours l'équipe qui a le plus la possession de balle. Des fois ils montent à plus de 70, 80 sur certains matchs. Donc là ils ont seulement 33% de possession de balle contre Arsenal, et c'est du jamais vu dans l'histoire de Manchester City sous bien sûr Pep Guardiola. A noter que Donnarumma a encaissé son premier but avec City contre Arsenal, donc ce but de Martinelli en toute fin de match. Donc beau but, il a mis à l'aube.
Bon, il n'a rien pu faire, tout simplement. Donnarumma, donc voilà, Martinelli bien sûr, le sauveur d'Arsenal. Et côté bien sûr City, c'est Erling Haaland qui a marqué. Et Haaland, un buteur face à Arsenal, donc cette saison, les stats du Norvégien, c'est avec Manchester City, c'est 6 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 7 buts marqués. Donc là, on prend en compte seulement City, on ne prend pas en compte la Norvège, parce que la Norvège, le dernier match, il en a marqué 5. Donc bien sûr, il monte son total encore plus haut. Mais rien qu'avec City, c'est déjà 7 buts marqués depuis le début de la saison. Il y avait une autre belle rencontre, donc celle-là a eu lieu plutôt samedi en fin de journée. C'était entre Manchester United et Chelsea sous un déluge de pluie. Et c'est Manchester United qui s'est imposé 2-1. Donc avec un but de Bruno Fernandes, un but de Casemiro et un but de Chalobah en toute fin de match côté Chelsea. Donc belle victoire de Manchester United. À noter que le match est fini à 10 contre 10 parce que tout d'abord Sanchez, déjà le gardien de Chelsea, il a pris un rouge au bout de 5 minutes de jeu. Du Chelsea a joué quasiment, pratiquement tout le match avec un joueur en moins. Bon, Casemiro a pris double jaune à la 45e et du coup, en deuxième mi-temps, c'était 10 contre 10 lors de cette partie. Mais bon, ça fait les affaires bien sûr de Manchester qui s'est imposé. Donc voici les statistiques. Donc pour Chelsea, c'est un match à oublier, plus à 10 contre 11, enfin la première mi-temps. Bon, seulement 5 tirs, une frappe cadrée pour Chelsea. Lors de ce match, c'est la tête bien sûr de Chalobah, l'unique buteur bien sûr côté Blues. Donc à l'orgueil, Manchester, on savait en plus que si Ruben Amorim, il y avait un mauvais résultat, il allait certainement sauter. Bon, il sauve sa place parce que là avec cette victoire, il restera encore sur le banc bien sûr de Manchester encore quelques jours. Donc toujours sur ce match, on va parler de Bruno Fernandes, buteur. Fernandes, c'était son 100e but depuis son arrivée à Manchester United. Mais pas qu'il joue pas, numéro 9, tout ça, c'est un milieu offensif. Et c'était son 100e but avec les Red Devils ce week-end. On va parler de Casemiro, donc buteur à la 37e minute de jeu, mais une dizaine de minutes après, les gars, il prend carton rouge. Bon, une double jaune et surtout son deuxième jaune, c'est totalement inutile, il fait vraiment une faute très, très stupide. Voilà, c'est une faute qu'il aurait pu totalement éviter. Il attrape totalement, en plus il a déjà un jaune, il attrape totalement, je ne sais plus c'est quel genre de Chelsea comme ça, il l'enlace. Il le retient tout ça, donc oui, ça mérite jaune, alors qu'il savait déjà qu'il a un jaune. Il aurait pu éviter ça, bien sûr. Donc, heureusement, son équipe a réussi quand même à s'imposer. Demain, donc voilà, concernant Casemiro. Et là, c'est Sanchez au bout de 4 minutes de jeu, bien sûr. C'est grosse faute sur Bryan Mbeumo. Il a mis le crampon quasiment au niveau de la cuisse, donc carton rouge direct, bien sûr, pour le gardien Sanchez. Et concernant Amorim, personne ne me fera changer de tactique, même pas le pape. Si j'étais un joueur et je vois mon coach sous pression, tout changer, je regarderais le coach différemment parce qu'on sait qu'il a son schéma de jeu, j'en ai parlé ces derniers jours, il a un schéma de jeu qui ne veut pas changer. C'est passé, on va dire, contre Chelsea. Bon, Chelsea, n'oubliez pas, été à 10 quasiment tout le match. Bon, la plupart des matchs, quand même, ça passe pas. Son schéma de jeu, mais il a dit qu'il ne changera jamais son schéma de jeu. Même le pape ne ferait pas changer le schéma de jeu de Ruben Amorim. Donc heureusement il a gagné parce que là il y aurait une défaite ce week-end. Je pense que là actuellement il serait peut-être plus l'entraîneur des Red Devils. On continue avec Liverpool contre Everton. C'était le derby, c'était samedi en début d'après-midi. C'est Liverpool qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre avec un but du néerlandais Ryan Gravenberch et un but du français Hugo Ekitike contre un but de Gay côté Everton. Donc belle victoire bien sûr de Liverpool qui continue à gagner. À chaque fois Liverpool c'est des victoires, c'est pas des victoires de 4-5-0. Il y a 4 buts d'écart, c'est toujours des victoires avec un but de plus. Donc là, une victoire 2-1. Il y a quelques jours, c'était une victoire 3-2 contre l'Atlético Madrid. Ils avaient gagné 3-2 contre Newcastle. Il y a à peu près, un mois, ils avaient gagné 1-0 contre Burnley. On se souvient avec un but de Salah à la 95e. C'est chaque fois un but de plus, mais ça permet à chaque fois de gagner. Voilà. Donc parfait bien sûr pour Liverpool. C'est le sans faute tout simplement qui continue pour Liverpool. 5 matchs de championnat, 5 victoires. Ils ont pris 15 points sur 15. Mais pas que ceux qui ont gagné le championnat la saison dernière. Et c'est encore les grands favoris pour de nouveau remporter cette première ligue. Hugo Ekitike, donc encore buteur. C'est vrai que son début de carrière du côté de Liverpool, c'est plutôt pas mal. Donc c'est 7 matchs en toute autre compétition confondue. 4 buts, une passe D. Donc il est décisif 5 fois sur ces 7 premiers matchs. Hugo Ekitike. Ekitike qui en était sur Canal Plus Foot. Il est interviewé par rapport à son prix de transfert. Il a été acheté 90 millions d'euros. Donc il a dit je m'en fous, le football il a changé. T'as un gros transfert sur ton dos. Joue au foot. Il a dit que lui peu importe qu'il est transféré pour 90 ou pour 20 millions d'euros. Lui voilà, il rejoint maintenant Liverpool. Peu importe le montant. Lui, voilà, il sait que maintenant les montants, bien sûr, ça prend des proportions totalement folles. Donc il a dit, peu importe le prix, lui, il joue au football tout simplement. On va parler d'un autre joueur, une autre recrue. Donc lui a été acheté encore plus cher, bien sûr. C'est Florian Wirtz, 136 millions d'euros. Et pour la première fois depuis son arrivée à Liverpool, Wirtz débute sur le banc face à Everton. Il n'était pas blessé, juste voilà, ses dernières performances ne sont pas ouf. Donc du coup, il a commencé sur le banc. Bon, il est rentré en cours de jeu. Et pour l'instant, c'est des débuts compliqués pour lui. 6 matchs, 0 but, 0 passe D. Bon, peut-être peut-être il peut ne pas marquer au bout de 6 matchs parce que c'est pas un buteur, mais il doit délivrer au moins quelques passes D, bien sûr des caviars.
Pour l'instant, c'est double zéro en 6 matchs. Le joueur qui a coûté 130 millions d'euros, 130, 136, je ne sais plus avec les bonus. Bon, bref, pour l'instant, ça que Liverpool, ça gagne. Heureusement, comme je dis, c'est un sans faute, ils ont tout gagné. Et pour l'instant, Wirtz, on attendait beaucoup mieux. Peut-être qu'il lui faut encore quelques temps pour son adaptation. Concernant l'autre joueur de Liverpool, c'est Mohamed Salah. Donc, il n'a pas été buteur. C'est Gravenberch et Hugo Ekitike qui a été buteur. Mais bien sûr, il a délivré une passe D. Et donc, Salah, passeur D face à Everton. Donc, 3 buts et 3 passes dans 7 matchs avec Liverpool cette saison. Donc, on les commence comme souvent très fort, Mohamed Salah. Il y avait un autre match, Brighton contre Tottenham, score final 2-2. Voilà, entre ces deux équipes, on peut voir les buteurs. Donc mené au bout, 2-0 au bout de la demi-heure de jeu. Donc les Spurs ont réussi à revenir au score. Ils perdaient 2-0, ils sont revenus quand même à 2-2. On va dire que c'est un bon point pris pour l'équipe de Tottenham. Sunderland contre Aston Villa. Déjà côté Aston Villa, ça ils ont enfin marqué. Ils n'avaient toujours pas marqué en première ligue. Là c'était la 5e journée, les 4 premiers matchs. Ils ont soit perdu ou soit ils ont fait des nuls, mais 0-0. Ça ils ont marqué enfin un but. Cash a marqué à la 67e, en plus un magnifique but, une frappe de plus de 30 mètres en pleine lucarne. Bref, premier but pour eux en PL. Bon, ça n'a pas suffi parce que Isidore a égalisé quelques minutes après côté Sunderland. Et Isidore, les gars, cet attaquant, il a marqué lors de ses 3 derniers matchs contre West Ham, enfin Aston Villa, Brentford et West Ham. Voilà, donc parfait bien sûr pour l'attaquant de cette équipe promue de Sunderland. Bournemouth contre Newcastle. Newcastle qui avait gêné, on sait, le Barça, ils ont perdu, mais on sait que ils ont joué en LDC il y a quelques jours, 0-0 contre Bournemouth. Pas de but lors de cette rencontre. Les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé. Donc Fulham par exemple s'est imposé 3-1 contre Brentford. Burnley a fait 1-1 contre Nottingham Forest, que je dis. Wolverhampton s'est incliné contre Leeds. Wolverhampton, ça sent la saison galère. Vraiment, ils ont du mal cette saison. Et on va parler de Palace qui s'est imposé 2-1 à West Ham. Et eux, Palace, c'est quand même une sacrée bonne équipe. Donc tout d'abord 2-1 et un but bien sûr de Jean-Philippe Mateta. Mateta, il marque souvent. C'est son 50e but du côté de Crystal Palace. En plus, un but qui permet à son équipe bien sûr de s'imposer. Et Crystal Palace, écoutez bien, est sur une série comme de 17 matchs d'affilée sans défaite. Donc 0 défaite en match officiel. Donc depuis le 16 avril dernier, ils ont gagné quand même des équipes comme Liverpool, comme City. Ils ont gagné, n'oubliez pas, la FA Cup, le Community Shield. Donc leur dernière défaite remonte au 16 avril dernier. Voilà, très impressionnant bien sûr cette équipe de Palace qui est actuellement bien sûr 5e. Regardez, il y a 2 équipes qui n'ont pas perdu. Donc il y a Liverpool, 5 victoires en 5 matchs. Et Palace, donc 5 matchs, donc 2 victoires, 3 nuls, mais 0 défaite. Voilà. Palace, on sait que c'est une redoutable bien sûr équipe et ils sont bien 5e. Donc pour l'instant, Liverpool bien sûr en tête. Donc Arsenal 2e, Tottenham 3e. Et il commence déjà à avoir un petit creux, les gars, déjà de 5 points. Bon, on va pas dire que le titre est déjà acquis, mais bien sûr, quand tu commences déjà à creuser des petits creux comme ça, après il va falloir rattraper ses points pour Arsenal, pour Tottenham, bien sûr, pour essayer de revenir sur Liverpool. Donc City déjà a quand même 8 points de retard quand même sur Liverpool. Manchester City, United pareil, 7 points. Regardez, ils ont le même nombre de points, City et United. Et sinon Chelsea par exemple à la 6e position avec 8 points. On continue les gars, on prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait hier soir contre l'équipe de Retafe. Et belle victoire du FC Barcelone. Ils en avaient passé 6 la semaine dernière à Valence dans ce stade Johan Cruyff. Ils en passent 3 hier soir. Ça fait 9 buts comme inscrits sur leurs 2 derniers matchs à domicile. Bon bref, 3-0. Donc Ferran Torres, auteur d'un doublé et un but de Daniel Mo. Voilà, donc Daniel Mo, buteur, passeur D, Ferran Torres, double buteur, et une passe D de Rashford et Rafinha également, ils ont fait une passe D chacun. Donc voilà, belle victoire bien sûr du FC Barcelone qui a totalement dominé ce match, et 16 tirs, 7 tirs cadrés, et 3 buts ont été marqués dans ce match à sens unique. Donc le Barça se balade comme souvent ces derniers temps. Donc l'homme du match c'est Ferran Torres, il a inscrit un doublé Ferran Torres, et bien sûr auteur d'un doublé, enfin homme du match. Et à noter qu'il ne devait même pas commencer titulaire, Ferran Torres, il a commencé au poste d'ailier gauche, parce que Rashford, les gars, a commencé sur le banc. Pourtant, on se dit Rashford, il a marqué un doublé contre Newcastle. Comment ça se fait qu'il commence sur le banc le match d'après? Et retard à l'entraînement ce matin. Pour Marcus Rashford, Hansi Flick le met sur le banc ce soir. Voilà, parce qu'il y avait un petit entraînement, enfin peut-être une causerie d'avant-match le matin. Peut-être c'était à 10h le rendez-vous. Il est peut-être arrivé à 10h15. T'es en retard. Et tu commences sur le banc. Voilà, donc c'est pour ça que du coup Ferran Torres a commencé titulaire, puis il a marqué un doublé. Ferran Torres, Rashford est rentré à la mi-temps, il a remplacé Rafinha. Rashford il a quand même délivré une passe D. Regardez sur ses 3 derniers matchs, une passe D, donc doublé contre bien sûr Newcastle. Il avait réalisé aussi une passe D lors du match avant contre l'équipe de Valence dimanche dernier. Et Rashford pour l'instant du côté du Barça, c'est 354 minutes jouées en match officiel. C'est 3 buts de passe D, c'est pas mal, décisif 5 fois en 354 minutes, ce qui fait à peu près, je sais pas,
pas, 4 ou 5 matchs joués, c'est pas mal bien sûr les stats. De Marcus Rashford, n'oubliez pas qu'il appartient toujours à Manchester, donc le Barça, on verra s'ils l'achèteront ou pas l'été prochain. On continue cette fois-ci avec le Real Madrid qui joue contre Barcelone, l'Espagnol de Barcelone. C'était samedi après-midi et le Real Madrid, comme sur ce début de saison, très fort, une victoire 2-0. Militao et Kylian Mbappé, deux magnifiques buts, deux superbes frappes, surtout celle de Militao qui est encore plus belle que celle d'Mbappé, deux frappes de plus de 20-25 mètres. Donc voilà, bon après-midi on va dire pour le Real Madrid, donc 16 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués, donc 2 bijoux et un leader, un poste de leader bien sûr, une place de leader pour le Real. Donc tout d'abord la frappe de Militao, on peut le voir là, donc là où c'est marqué en rouge, le petit rond rouge c'est le ballon, donc lui il est encore même avant, une frappe qui est partie en pleine lucarne, un sublime but bien sûr de Militao et magnifique but aussi de Kylian. Et Kylian Mbappé est élu homme du match, c'est une habitude les gars, tous les derniers matchs là. Contre Marseille, il est homme du match. La semaine d'avant contre la Real Sociedad, homme du match. Donc voilà, les 3 derniers matchs du Real Madrid, c'est lui à chaque fois qui a été élu homme du match. Kylian Mbappé, c'est qu'Mbappé, les gars, ça performe. Regardez, il y a seulement un match contre Mallorca qu'il n'avait pas marqué ni fait de passe D. Sinon, tous les autres matchs, on prend même en compte l'équipe de France, parce qu'on peut voir l'Ukraine ou même l'Islande. À chaque fois, soit il a marqué, soit il a fait une passe D, soit il a fait les deux. Il y a Kylian Mbappé sur certains matchs. Donc, début de saison canon, bien sûr, pour l'attaquant français. A noter lors toujours de ce match, Jude Bellingham et Camavinga ont fait leur retour. Donc, les deux étaient blessés depuis pas mal de temps. Ils ont pu jouer en fin de match. Les deux sont rentrés en même temps, toute fin de partie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Real Madrid. C'est des options en plus, bien sûr, pour Xabi Alonso. Toujours sur ce match, donc c'est magnifique. Donc, Abderrahim Ouida, donc surnommé l'orphelin du séisme d'Alaouz au Maroc, il y a quelques temps, et qui a perdu comme son frère, sa soeur et ses parents, a donné le coup d'envoi du match du Real Madrid samedi après-midi contre l'Espagnol. Ce que fait le club espagnol pour ce jeune fervent supporter est juste merveilleux. Après un témoignage poignant, on le voit avec un maillot bien sûr du Real Madrid. Après le drame qu'il a vécu, le club a fait les choses en grand après une vague de mobilisation énorme sur les réseaux sociaux. Donc accompagnement complet du club recruté par l'académie. Donc poursuite de ses études à côté du centre d'entraînement. Vu qu'il a perdu toute sa famille quand même. Donc le Real Madrid l'a accueilli à Madrid. Puis il est du côté de l'académie du Real. Donc il a été invité face à l'Olympique de Marseille pour regarder la rencontre il y a quelques jours. Il a donné le coup d'envoi face à l'Espagnol ce week-end. Il a dit j'aime le Real Madrid, je regarde tous les matchs. Cette nouvelle a légèrement apaiser mon chagrin. Je ferai tout pour réaliser le rêve de mon père en poursuivant mes études. Donc voilà, c'est lui qui a donné le coup d'envoi lors de cette rencontre. Toujours du côté de l'Espagne, on va parler aussi de l'Atlético, de quoi on a l'impression que c'est un début de saison catastrophique. Il joue contre Mallorca et score final à partout, donc 0-0, Sorloth il prend un rouge à la 73e, ils arrivent quand même à marquer un but. Gallagher marque à la 79e, mais Muriqi égalise avec 85e. Donc pour l'instant les gars, l'Atlético, c'est pas ouf. L'Atlético, c'est seulement une victoire en 6 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Voilà, j'ai pas dit que le titre est déjà fini. Mais voilà, il va falloir récupérer tous ces points perdus que alors le Real ont tout gagné et le Barça ont tout gagné avec seulement un nul fait. Donc pour l'Atlético, on a l'impression qu'ils sont déjà décrochés. Les autres résultats du week-end, Girona, ils ont pris 4-0 contre Levante. Girona, ça sent vraiment une saison très très galère pour cette équipe qui avait joué comme la Ligue des Champions saison dernière. Chipalche s'est imposé 1-0. Ou par exemple, Villarreal a été vainqueur 2-1 contre Osasuna. Noté le premier but de Miko Tadze, l'ancien Lyonnais, qui a marqué à côté Villarreal. Et le classement, donc le Real Madrid 15 points sur 15, le Barça 13 points, ça les deux gros mastodontes sont déjà en tête. Et l'Atlético, pour vous dire, ils ont seulement 6 points. Oui, il y a déjà 9 points de retard sur le voisin du Real. Samedi prochain, Atlético Madrid contre le Real Madrid, samedi 27. Donc voilà, ça sera bien sûr un gros match, mais voilà, l'Atlético, on a l'impression qu'ils sont déjà décrochés les premières places. Donc Girona, j'ai dit, ça sent la saison compliquée, même qu'un point. Donc 0 victoire, ils ont déjà pris 15 buts depuis le début de la saison. C'est énorme. On quitte l'Espagne, direction maintenant l'Italie. On commence avec l'Inter qui joue contre Sassuolo et l'Inter Milan s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre avec un but contre son camp d'un joueur de Sassuolo en toute fin de match. Donc belle victoire de l'Inter, enfin victoire compliquée, mais ça reste une victoire. Peu importe 2-1 ou 6-0, c'est pareil, ça donne 3 points. Donc voilà, concernant ce résultat. Concernant l'autre Milan, donc l'AC Milan jouait du côté du Udinese et victoire 3-0 de l'AC Milan avec un but de Pulisic, Fofana et Pulisic, doublé de Pulisic, l'attaquant américain, donc le MVP Pulisic, auteur d'un doublé et d'une passe D pour Fofana. Donc grosse partie bien sûr de l'ancien joueur de Chelsea. Donc voici les stats bien sûr dominés par l'AC Milan. Et à noter que Rabiot
a été passeur D lors de ce match. Rabiot, sa première passe D du côté de l'équipe milanaise. Il y avait aussi le derby de Rome entre la Lazio de Rome et l'AS Roma, et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 1-0 grâce à Pellegrini, un but en première période à la 38e minute du match, donc parfait bien sûr pour l'équipe de l'AS Roma. Il y avait également un Hellas Vérone contre la Juventus Turin, et c'est un score final de 1 partout. Ron Sessao a été buteur côté Juve avant un but sur penalty d'Orban côté Hellas Vérone. Et les autres résultats, il y a qui j'ai pas parlé, je sais pas, tiens, par exemple Bologne, Jonathan Reuss s'est imposé 2-1 contre l'équipe du Genoa. Cremonese a fait 0-0 contre Parme. L'Atalanta, après le 4-0 pris du côté du Parc des Princes il y a quelques jours, ils ont gagné 3-0 du côté du Torino. Ou Como, tiens, s'est imposé 2-1 du côté de la Fiorentina. Et Como, un joueur qu'on parle beaucoup, le jeune Nico Paz, bon, il n'a pas marqué, mais il a délivré les 2 passes D. C'est lui qui fait les 2 passes décisives. Lors de ce match, n'oubliez pas que ce joueur devrait retourner normalement au Real Madrid l'année prochaine. Donc ce soir, Naples-Pise pour finir cette journée, bien sûr, du côté de l'Italie et le classement. Donc pour l'instant, c'est la Juve devant l'AC Milan, Naples et l'AS Roma. Déjà, les grosses équipes italiennes sont déjà bien sûr aux premières positions. Du côté de l'Allemagne, on commence avec le Bayern Munich contre Hoffenheim. Sans souci pour le Bayern Munich, 4-1 se sont imposés avec un but de Serge Gnabry, mais surtout un triplé de, bien sûr, Harry Kane. Auteur de 3 buts dans la partie, donc voilà, 18 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts. Le Bayern, c'est quand même très très costaud. On voit pas qui peut les gêner cette saison pour remporter le championnat, un peu comme en France avec le PSG. Le Bayern, on sait que c'est quasiment sûr d'être champion. Donc le triplé d'Harry Kane. Donc cette saison, club plus sélection, c'est déjà 9 matchs disputés, mais surtout déjà 14 buts marqués avec l'Angleterre et le Bayern. Et 3 passes D, on est qu'en septembre. Il a déjà des stats totalement folles là. S'il finit la saison, il va finir la saison à plus de 60 buts s'il continue avec ce rendement-là. Le joueur anglais. Dortmund, tiens, jeu contre Wolfsburg, c'était hier, et Dortmund s'est imposé petite victoire 1-0, mais ça permet de prendre 3 points. Donc c'est Karim Adeyemi, l'unique buteur de la rencontre à la 20e minute de la partie. Les autres résultats, je sais pas, Leipzig s'est imposé 3-1 contre Cologne, Fribourg s'est imposé 3-0, ou par exemple, on va parler de ce match totalement fou entre Union Berlin, Francfort qui recevait Union Berlin, et Berlin s'est imposé 4-3. Donc à noter déjà que côté Francfort, un joueur qu'on parle de plus en plus parce qu'il marque tout le temps, les gars, c'est le Turkan Yilmaz Üzdün, encore buteur avec Francfort. Donc il a déjà été buteur contre le Galatasaray il y a quelques jours en Ligue des Champions, il a encore marqué donc 6 matchs, toutes compétitions confondues, 5 buts, 3 passes D. Un joueur, les gars, quand même, je ne cache pas, je ne le connaissais pas il y a encore 3-4 mois, donc là, vraiment, j'apprends à le connaître. C'est vrai qu'il est très bon parce qu'il marque quasiment à chaque match. Voilà. Bon, son équipe s'est quand même inclinée, ils ont perdu 4-3, et surtout côté Berlin, il y a un joueur qui a été exceptionnel. Il a réalisé 4 passes D, c'est lui, les gars, Illich, joueur serbe à hauteur de 4 passes décisives aujourd'hui face à Francfort. Bon, il a fait les 4 passes D lors de ce match, bien sûr il n'a pas marqué, mais 4 passes D, c'est 4 caviars pour ses coéquipiers. Le classement, donc le Bayern Munich, voilà, donc 4 sur 4, donc Dortmund juste derrière, 4 matchs joués, 3 victoires, 1 nul. Bon, après Leipzig, c'est vrai que là les grosses équipes, et même peut-être les 3 plus gros clubs du côté, bon il y a peut-être les Leverkusen maintenant, c'est un peu moins fort, les Leverkusen qui a 2 ans, mais voilà, on va dire les 3 gros mastodontes, c'est quand même aux 3 premières positions de ce championnat allemand. On continue avec d'autres championnats, bien sûr, il n'y a pas que les 5 gros championnats à parler, il y a aussi par exemple le championnat portugais, le Benfica, tiens, un jeu contre AFS, c'était la première de Mourinho en tant que coach du Benfica, une première réussie, 3-0 pour le Benfica, avec un but d'Ivanovic, un but de Plavlidis et un but de Sudakov, donc parfait bien sûr pour la première bien sûr du Benfica de Mourinho, et Mourinho a toujours le rêve de devenir sélectionneur du Portugal, peut-être après avoir entraîné peut-être le Benfica, il aimerait prendre la sélection portugaise. Je continue de penser qu'un jour je coacherai la Seleção, mais pour l'instant je suis au Benfica, un grand club. Donc là on pense que Martinez, le coach du Portugal, restera au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Après on ne sait pas ce qui va se passer. S'imaginer le Portugal flop à la Coupe du Monde, il pourrait avoir un changement de coach, et là Mourinho pourrait devenir bien sûr le coach de la sélection portugaise. Les autres résultats, du côté du Portugal, donc Porto s'est imposé 3-0 contre Rio Ave, c'était vendredi. Notez que le Sporting, autre grand club au Portugal, joue ce soir contre Moreirense. Donc le classement pour l'instant c'est Porto, 6 matchs et victoires, ils sont actuellement en tête. Le Benfica deuxième, ou par exemple le Sporting qui joue aujourd'hui, ils sont à la 4e position, mais voilà, le Sporting en 4 victoires ce soir, pour revenir à 3 points bien sûr de Porto. Du côté de l'Arabie Saoudite, l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nasser, il jouait hier, c'était contre qui Al Riyad, des victoires 5-1 de l'équipe d'Al Nasser. Un festival. Donc des buteurs, tiens, des joueurs que tout le monde connaît, Félix, les gars, auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, et Kingsley Coman, auteur d'un but. Voilà, 3 joueurs qui jouaient dans des grands clubs, bien sûr, il y a encore quelques temps. Donc voilà, Félix, un doublé, une passe D, Cristiano Ronaldo, doublé, donc les joueurs portugais ont en grande forme du côté de cette rencontre. Et Ronaldo, les gars, il a marqué son 944e et 945e but en carrière. Vous voyez pas l'objectif de CR7, atteindre la barre des 1000 buts. Il lui reste plus que 55 buts.
avant cette barre qu'il atteindra certainement, parce que je ne vois pas Cristiano Ronaldo arrêter à 992 buts à peu près. Non, hein, il atteindra la barre des 1000 buts, après il prendra sa retraite, même s'il lui faut encore 5 ans de football, bon ça m'étonnerait, peut-être encore je pense 2 ans, il atteindra cette barre bien sûr des 1000 buts, hein. CR7. Kingsley Coman, donc buteur et double passeur D, aussi gros match de la part de Kingsley Coman lors de cette journée d'Arabie Saoudite. Donc voilà, sinon les autres résultats, tu en as parlé de Al Ahly contre Al Hilal, à noter qu'Al Hilal menait 3-0, hein, Al Ahly est revenu à 3 partout, ou sinon Al Ittihad, il y a une équipe de Benzema s'est imposée 1-0 lors de cette rencontre. Donc c'était la 3e journée, donc pour l'instant Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, et Al Ittihad, l'équipe de Benzema, sont les 2 équipes en tête de ce championnat saoudien avec 3 matchs, 3 victoires. Du côté des États-Unis, on va parler de l'Inter Miami de Lionel Messi. Il joue contre Washington DC United et Miami s'est imposé 3-2. Bien sûr, Messi l'a joué et Messi a été buteur, même double buteur, Léo Messi. Et voilà. Donc Messi, les gars, il est plus qu'à 18 buts d'atteindre la barre des 900 buts en carrière. Ronaldo est à 945, donc lui, il est à 882 buts inscrits en carrière. Et il est à seulement 9 passes D d'atteindre les 400 passes D en carrière. Lionel Messi, mais bon, le plus important, c'est son équipe qui s'est imposée 3-2 lors de cette rencontre. Et à noter, tiens, du côté de Miami, on apprend aujourd'hui que Busquets, joueur de l'Inter Miami, devrait prendre sa retraite au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, c'est la fin de la saison, du côté de la MLS, et devrait, en gros, là, c'est ses derniers matchs, et après, il arrêtera, il prendra sa retraite, tout simplement, Sergio Busquets. Toujours du côté des États-Unis, on va parler également de Denis Bouanga, donc il joue pas à Miami, mais c'est un joueur de Saint-Etienne, du côté de Los Angeles FC, où joue Hugminson. Il a encore été buteur la nuit dernière, et Denis Bouanga devient le premier joueur de l'histoire de la MLS à marquer plus de 20 buts lors de 3 saisons consécutives. On peut le féliciter bien sûr. Donc là, il a déjà 22 buts inscrits. Il avait marqué 20 buts de saison en 2024 et 20 buts en 2023. 3 années de suite où il marque au moins 20 buts, c'est du jamais vu. Bon, peut-être Messi réalisera cette performance s'il reste encore quelques temps du côté de la MLS, mais en tout cas, le premier à le faire. C'est l'attaquant gabonais Denis Bouanga. On revient en Europe, on va parler aussi du côté des Pays-Bas, il y avait une belle affiche. Le PSV contre l'Ajax. C'est 2 gros morceaux quand même du côté du championnat néerlandais qui s'affrontaient de partout. Voilà, on peut voir les buteurs lors de cette rencontre avec un but de Gluck à la 88e minute de jeu côté Ajax Amsterdam. Les autres résultats de cette journée avec par exemple 3 partout entre Alkmaar et le Feyenoord. Il y a eu pas mal de buts inscrits quand même lors de cette journée. Pour l'instant, le classement, donc le Feyenoord est actuellement en tête devant le PSV 2e et l'Ajax à la 3e position. Du côté de la Belgique, voici tous les résultats. Tiens, Bruges qui a posé un 4-1 à Monaco il y a quelques jours. On va poser 2-0 ce week-end. On peut voir la victoire aussi de Union Saint-Gilloise 2-1 contre le Racing Genk. Et pour l'instant, c'est bien Union Saint-Gilloise actuellement en tête bien sûr de ce championnat belge. Donc le FC Bruges actuellement à la 3e position. Du côté du championnat turc, là aussi les résultats du week-end. Donc avec par exemple sur le Galatasaray, équipe actuellement sans faute, 5 matchs, 5 victoires. Il joue ce soir contre Konyaspor. Donc sinon, tiens, le Fenerbahçe partout contre Kassim Passaï. Le buteur côté Fenerbahçe, genre que tout le monde connaît, c'est l'ancien parisien Marco Asensio qui a été transféré du côté du Fener. Il vient d'inscrire son premier but sous les couleurs du Fener. Bon, ça n'a pas suffi vu que son équipe a concédé le match nul à partout avec le Beşiktaş. Vendredi a pris 3-0 du côté de Godsepe. Le classement, c'est le Galatasaray actuellement en tête. Avec un match en retard, ils sont déjà actuellement en premier. Donc s'ils gagnent ce soir, ils reprendront encore 3 points d'avance sur Godsepe actuellement 2e et le Fener actuellement en 3e position. Le Beşiktaş 11e. C'est quand même très compliqué ce début de saison pour l'équipe du Beşiktaş. Concernant Kimpembe aussi, des nouvelles de Kimpembe. Il a disputé son premier match aujourd'hui avec son nouveau club, le Qatar Sport Club. C'est qu'il a quitté Paris pour rejoindre cette équipe. Donc victoire à la clé. Mais il a joué ses premières minutes dans son nouveau club. Donc, tant mieux bien sûr pour Kimpembe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à dire sur ce week-end. Bien sûr, les résultats. Et on finit bien sûr avec aujourd'hui. Il y a quand même le Ballon d'Or tout à l'heure, juste 4-5 infos sur le Ballon d'Or. Donc c'est le jour J les gars, donc on est le 22 septembre, donc ce soir, début de la cérémonie à 21h, qui sera le grand vainqueur du Ballon d'Or. Et bon, on verra dans quelques heures. À noter les gars que Ronaldinho, bon là on peut voir la photo de Dembélé bien sûr, c'est un montage, ça peut être la Yamal, la soir, on ne sait pas, personne ne sait. Bon, il y a seulement l'organisateur du Ballon d'Or qui sait bien sûr qui sera Ballon d'Or, mais on sait que Dembélé est peut-être le grand favori, on verra, ce sera vraiment lui ce soir. Notez que Ronaldinho remettra le Ballon d'Or ce soir au vainqueur, ce sera Ronaldinho. Il donnera bien sûr ce magnifique trophée qu'il a pu remporter Ronaldinho. Et à noter que, on sait que le PSG joue ce soir, n'oubliez pas, les conséquences du report du classique pour la soirée Ballon d'Or du PSG. Donc tout d'abord la soirée Before au parc annulé, parce que de base il y avait une soirée Before. C'est-à-dire que tous les joueurs du PSG qui étaient présents pour cette cérémonie allaient au Parc des Princes pour faire une petite soirée à la fin de ce Ballon d'Or. Du coup la soirée prévue avant le départ au Stade du Châtelet où les joueurs et leurs proches auraient été réunis n'aura pas lieu, vu qu'il y a un match pour le PSG à cause du report du match. Bon bref, une quarantaine de personnes représentées
représentera le PSG, au moins 20 de moins que ce qui était prévu, parce que du coup, il y a des joueurs comme Vitinha de base. Vitinha, les gars, il aurait dû être à la cérémonie ce soir du Ballon d'Or, et du coup, il sera à Marseille pour aller disputer cette rencontre, Vitinha. Donc oui, ça fait des 20 personnes en moins de ce qui était prévu. Ils ne seront pas là. Donc la présence de Nasser n'est pas encore actée. Nasser, on ne sait pas si il sera à la cérémonie ou il sera au stade Vélodrome pour le match. Bon, d'après ce que j'ai pu voir, il devrait plutôt être à la cérémonie. Donc Luis Enrique ne comptait de toute façon pas venir. Bon, peu importe, il sera bien sûr à Marseille. Même s'il n'y aurait pas eu le match ce soir Marseille-PSG, il n'aurait certainement pas été là. Il avait fait savoir la semaine dernière qu'il était fidèle à ses réticences quant à l'attribution de prix individuels. Il aurait certainement remporté le prix du meilleur coach, mais il n'aurait pas été présent lors de cette cérémonie de Luis Enrique, donc ça ne change pas. Donc Dembélé, Doué et Neves seront à la cérémonie du Ballon d'Or avec leurs proches, parce que de toute façon les trois sont forfaits pour le match de Marseille ce soir. Et du coup les trois seront bien là, et surtout Dembélé, peut-être grand favori. Il est peut-être présent, imaginez Dembélé, c'est vrai qu'imaginez les gars, Dembélé il aurait pu jouer contre Marseille, et ça aurait été le favori pour gagner le Ballon d'Or. Imaginez, Dembélé gagne le Ballon d'Or, mais il joue en même temps un match à Marseille, ça aurait été complètement fou. Bon, bref, Dembélé, il n'y aura pas ce souci-là, vu que Dembélé est forfait. On ne sait même pas si c'est lui qui gagnera le Ballon d'Or. Bon, les trois là seront présents. Dembélé serein, il sait que les votes sont entérinés et qu'il n'a plus aucune influence sur le résultat final. Une trentaine de demandes environ avaient été déposées pour ses proches. Voilà, donc voilà. En gros, voilà tout ce qui va se passer ce soir autour du PSG, de cette cérémonie bien sûr du Ballon d'Or. Et côté Barça aussi, tu en parlais de Lamine Yamal, 20 proches essentiels de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or ce soir, peut-être sa grand-mère qui est très proche de lui, voilà son père, tout ça. Il y aura 20 personnes, des amis très proches de la famille de Lamine Yamal qui seront présentes ce soir. Une possible fête privée dans Paris pour être organisée en cas de sac. Donc s'il gagne, il va organiser une fête directement, il va aller dans un restaurant à Paris, Lamine Yamal. Donc tous dont le joueur seront habillés par Dolce & Gabbana. Ça c'est une info un peu inutile, mais voilà, concernant Lamine. Et sinon du côté du Barça, il y aura pas mal de personnes qui seront là. Donc Lamine Yamal sera présent ce soir, Rafinha, Cubarsí, Flick et Laporta. A noter que Pedri et Lewandowski ne seront pas là, ils sont invités, ils vont pas venir. Pedri surtout les gars, il a besoin de repos. Il s'est dit il va pas gagner le Ballon d'Or, tout ça. Il a besoin de souffler, il regardera la cérémonie à la télé. Sinon du côté des filles aussi, Putellas, Bonmati, tout ça. Les deux, la première ont gagné les 4 derniers Ballons d'Or, deux chacune. Donc voilà, toutes ces joueuses là du FC Barcelone, parce qu'elles risquent de gagner pas mal de trophées aussi. Le Barça féminin soir, elles seront présentes pour cette cérémonie ce soir. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire, je pense avoir été complet. Donc nous on se retrouve demain. Demain je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire avec tout ce qu'il y aura à dire autour du Ballon d'Or et aussi le classique ce soir, Marseille PSG. Voilà, donc demain les gars, gros épisode de nouveau. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.